Est-ce que vous avez des questions? Apparemment, il y a quelque chose qui vous tracasse, non, Anaïs? Non? Ouais. Donc, on avait terminé là-dessus, donc on avait construit le cycle et on avait montré qu'on peut lire en fait sur ce diagramme pression-volume les différentes phases du cycle, donc avec une contraction isovolumétrique, une éjection, et ensuite un relâchement isovolumétrique du ventricule. Et donc, bien sûr, les activités du ventricule gauche, le travail du ventricule gauche, représenté par la surface dans cet espace pression-volume, est bien supérieur à celui du ventricule droit, non pas à cause des variations de volume qui forcément sont les mêmes, mais à cause des variations de pression. Et ça, on l'avait relié à l'observation de TP, que quand on coupait à travers les ventricules, la paroi du ventricule gauche est bien plus épaisse que la paroi du ventricule droit, et c'est ce qui va permettre l'augmentation de pression grâce à la contraction de tous les muscles qui vont faire fortement augmenter la pression. Et on va avoir un sang qui va être éjecté à haute pression, ce qu'on voit en fait ici au moment de l'éjection. Donc les caractéristiques du cœur, c'est que d'abord que c'est un muscle, hein. Donc si vous avez un sujet sur les muscles, ne l'oubliez pas. Un muscle ne veut pas dire muscle squelettique, c'est muscle squelettique et muscle cardiaque et muscle lisse. Donc c'est un muscle entièrement cloisonné, mais ça on a dit c'est pas une propriété de mammifère, c'est partagé avec les oiseaux, le fait que ce soit entièrement cloisonné. Mais le principe du fait que c'est entièrement cloisonné, ça veut dire que le sang oxygéné qui revient des poumons ne se mélange à aucun moment avec le cœur, le sang désoxygéné qui lui va revenir au cœur gauche. Donc la cloison parfaite, ça évite de mélanger les sangs. On pourrait se dire, bah, pourquoi du coup tous les animaux ont pas ça? En particulier tous les reptiles, donc les squamates, les chéloniens, etc. Ben parce qu'ils respirent beaucoup par la peau. Et donc le sang qui revient des organes, il est passé certes par des organes qui ont consommé de l'oxygène, mais il est aussi passé par la peau. Et du coup, c'est pas un sang complètement désoxygéné dans un demi-cœur, un sang oxygéné dans l'autre, c'est des sangs beaucoup plus mélangés. Par diffusion à travers la peau, oui, oui. Donc nous, on a certes une petite respiration, mais alors c'est complètement négligeable, hein. La respiration tégumentaire des mammifères, c'est pas inexistant, mais c'est vraiment extrêmement faible. Donc il y a le mode de respiration et la circulation, hein, ça coévolue ensemble. Donc évidemment, ce qui va aussi coévoluer ensemble, c'est la pression, puisque vous avez vu en première année que dans les poumons, on a vraiment une paroi extrêmement fine entre le sang et les alvéoles, 0,2 micromètres entre le sang et l'air. Donc on est sur une structure extrêmement fine, donc évidemment on ne peut pas envoyer du sang à haute pression là-dedans. Donc le cœur droit va propulser l'oxygène, le sang, mais à vraiment très, très basse pression puisqu'il arrive dans un poumon alvéolaire avec des parois extrêmement fines et donc extrêmement fragiles. Et inversement, le cœur gauche, lui, doit propulser le sang dans tout le corps. Donc en particulier contre la gravité pour monter dans la tête, mais ça doit descendre jusqu'aux orteils. Donc là, on a besoin d'un système à beaucoup plus forte pression. Et on a des capillaires, on a vu, hein, les capillaires standards, qui eux vont résister puisqu'ils sont à l'intérieur d'un organe standard, ils ne sont pas au contact de l'air, donc eux, ils peuvent résister à des pressions un petit peu plus élevées. Le demi-cœur droit et le demi-cœur gauche fonctionnent ensemble de façon parfaitement similaire. Donc c'est les deux oreillettes qui se contractent ensemble, les deux ventricules qui se contractent ensemble. Par contre, ce qu'on a bien établi, c'est que jamais les oreillettes ne se contractent en même temps que les ventricules. Maintenant qu'on a construit le cycle, on comprend l'intérêt du système. C'est que la contraction des oreillettes est ce qui remplit les ventricules. Si vous contractez les deux ensemble, bah, évidemment, la contraction des oreillettes, elle ne pourra pas remplir les ventricules puisqu'ils seront déjà sous pression. Donc, avoir une contraction des oreillettes quand le ventricule est encore au repos, c'est vraiment ce qui va permettre de remplir le ventricule. La contraction des ventricules, elle, par contre, c'est ce qui va permettre l'éjection. Et pourquoi ça fait l'éjection? Ben, on a vu que c'est dû aux valves. Le fait de mettre sous pression le ventricule, ça ferme automatiquement les valves auriculo-ventriculaires, qui sont assez fines et qui vont se fermer assez facilement. Et par contre, pour ouvrir les valves artérielles, il nous faut une très forte pression. Donc, on a un temps de contraction isovolumétrique, toute valve fermée, augmentation de la pression, jusqu'à ce qu'on atteigne la pression qui est supérieure à la résistance mécanique des valves artérielles et qui fait qu'elles lâchent et qu'elles vont pouvoir laisser passer le sang en direction des artères. Donc ça, c'est le même système pour artère aorte et artère pulmonaire.
Donc on a ces phases de contraction qui sont importantes, mais on a tendance à négliger les phases de relâchement, les phases de diastole. La diastole, c'est extrêmement important, c'est ce qui remplit le cœur. Or, le volume éjecté, c'est bien sûr la force de contraction qui va déterminer quelle est la quantité qui est, qui peut être propulsée dans les artères, mais c'est aussi le remplissage, puisque c'est la différence entre la le volume maximum, donc celui obtenu au maximum du relâchement, le volume télé diastolique, auquel on va soustraire le volume télé systolique, un volume qu'on obtient à la fin de la contraction. Donc le volume éjecté dépend autant de la contraction qu'il dépend du relâchement. Et on le voit très bien en cas de fibrillation. Le problème, c'est pas que le cœur se contracte, c'est qu'il ne se relâche plus. Et un cœur qui ne se relâche plus est un cœur qui ne se remplit pas. Donc on a tendance vraiment à négliger l'effet de diastole pour le remplissage. Et en particulier, quelque chose de très important, c'est le relâchement des oreillettes. On avait vu qu'à l'intérieur de l'abdomen, on n'a quasiment pas de différence de pression de base, hein, entre la base de l'abdomen et la veine cave. Donc le diaphragme permettait de faire remonter jusqu'au diaphragme, mais il faut encore que ça aille du diaphragme au cœur. Et ça, c'est le relâchement de l'oreillette qui finit d'aspirer et qui finit de remonter le sang du niveau du diaphragme jusqu'au niveau de la veine cave. Donc là, le relâchement des oreillettes fait un petit effet d'aspiration qui vraiment est extrêmement important. Et puis oui, c'est un muscle, mais c'est un muscle un petit peu différent des muscles squelettiques. En particulier, ce qu'on a vu, c'est une contraction isovolumétrique, donc sans raccourcissement, puisque ben, on est sur un volume de liquide incompressible. Donc le muscle se contracte, mais il a exactement la même force aux deux extrémités. Et puis on a vu qu'après, un relâchement isovolumétrique, c'est-à-dire que le cœur garde le même volume, le ventricule se relâche, mais quand il se relâche, il ne se rallonge pas pour autant, puisqu'il est, lui, c'est pas un muscle squelettique accroché à de l'os. Donc pour qu'il puisse se rallonger, ben, il faut qu'il y ait du liquide qui rentre dans le cœur et qui regonfle les ventricules. Donc la particularité d'un muscle squelettique, c'est que d'un muscle cardiaque, c'est que quand il se contracte, il peut très bien se raccourcir, phase d'éjection, ne pas se raccourcir, phase volumétrique, mais quand il se relâche, au démarrage, il ne se rallonge pas, parce qu'il faut quelque chose pour le rallonger. Mais en fait, ça c'est pas, enfin, généralement vous le découvrez au moment d'étudier le cœur, mais c'est valable pour tous les muscles. Ici, si je contracte celui-là, c'est ça qui fait allonger l'autre. Maintenant, si je le relâche, celui-là, il se rallonge. Il ne peut pas se rallonger pour autant. Il va falloir que je contracte celui-ci pour rallonger celui-là. Donc, jamais aucun muscle ne s'allonge spontanément. C'est son antagoniste qui va faire, qu'une fois contracté, c'est l'autre qui finalement fait qu'il se rallonge. Donc, l'allongement est toujours passif. Et les muscles squelettiques aussi peuvent faire des contractions. Alors, on va pas dire isovolumétrique, c'est pas une histoire de volume, mais sans se raccourcir. Donnez-moi votre main. J'allais vous poser une question. La contraction telle que vous l'imaginez habituellement, c'est je suis plus forte que Nora, mon muscle se raccourcit. Maintenant, c'est Nora qui est plus forte que moi. Je vais résister. Vas-y, tire, tire, tire. Donc, je me contracte tout en allongeant. Donc, on peut avoir une contraction en s'allongeant. Maintenant, on est de force égale. On contracte toutes les deux et ça ne se rallonge pas. Donc, contracter, ce n'est pas forcément se raccourcir pour un muscle. Ça peut se contracter en se raccourcissant, si ma force musculaire est plus forte que la sienne. Ça peut se contracter en s'allongeant, sa force musculaire est plus forte que la mienne. Et puis, je porte une valise où on est de force musculaire égale. Et bien à ce moment-là, le muscle se contracte, mais sans se rallonger. Donc, un muscle squelettique aussi fait de la contraction sans forcément avoir un allongement. Il peut même se contracter en s'allongeant. Hein, donc, n'associez pas toujours contraction et raccourcissement. Contraction, c'est augmenter la force qu'il y a aux extrémités des tendons. Ça peut se faire en s'allongeant, sans s'allonger, en se raccourcissant. Hein, trois possibilités. Et le muscle cardiaque, c'est pareil, hein, ce qui fait qu'il s'allonge ou pas, ça va être finalement, est-ce que, quand il se contracte au début, bah, il peut pas se raccourcir, puisqu'il y a le liquide. Et ensuite, quand le liquide peut sortir, à ce moment-là, il va se contracter en se raccourcissant. Et à ce moment-là, le volume, effectivement, du ventricule diminue. Lui, par contre, il ne se contracte jamais en s'allongeant. Pour le cœur, on n'a pas cette troisième possibilité. Et donc, Nora, quelle était ta question? C'est ça? Oui. Par cœur gauche et cœur droit, parce que du coup, le cœur droit, il envoie moins fort. Donc la vitesse d'éjection, elle va être plus faible. Le volume d'éjection est le même, mais c'est la vitesse à laquelle ça va, la vitesse et la pression.
Forcément, le volume, hein, lui, il change pas parce que tout le volume qui arrive dans le cœur droit repasse dans le cœur gauche. Par contre, si elle est moins fort, je vois pas comment. C'est éjecté à plus faible pression. Il envoie le même volume, mais à plus faible pression. Ce qui fait qu'effectivement, la vitesse est plus lente, mais il va juste à côté, hein. Le poumon est vraiment juste à côté, donc la longueur des artères pulmonaires est extrêmement courte. Donc on a le même volume, mais à pression beaucoup plus faible. Mais ça suffit pour parcourir la petite distance qui les amène directement au poumon. Donc on avait montré dans le cours précédent que quand on coupe un cœur en petits morceaux, il y a 1% des morceaux qui continuent à battre. Pourtant, quand vous prélevez un cœur, enfin vous, j'espère que vous ne prélevez pas de cœur, quand les médecins prélèvent un cœur, donc ils sont obligés bien sûr de couper la communication nerveuse, obligatoirement, et ils coupent aussi la circulation sanguine et on fait une dérivation avec un fluide pour apporter de l'oxygène. Donc en fait, on coupe aussi toutes les communications hormonales. Et malgré tout, le cœur continue à battre. Alors on va noter déjà tout de suite, sans l'expliquer, une petite différence. Quand le cœur est dans la cage thoracique, il bat à 70 battements par minute. On le sort, il bat à 120. Donc un cœur qu'on va prélever pour une greffe, par défaut, il bat à 120 battements par minute. Et ça arrive dès qu'on se met à couper certains nerfs autour du cœur. Aussitôt, il se met à battre à 120 battements par minute. Donc oui, un cœur a un fonctionnement automatique, mais un peu plus rapide que celui qu'on voit dans la cage thoracique. Mais il continue à se contracter. Donc pour ça, on avait déjà vu qu'il y avait des cellules qui avaient une activité électrique automatique. Ben maintenant, on va aller de ces cellules jusqu'à l'ensemble du cœur. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? La majorité des cellules, c'est les cardiomyocytes, celles qu'on a dessinées à la fin du dernier cours. Donc, des cellules musculaires cardiaques qui sont excitables, mais à condition de leur fournir un stimulus. Et nous, on avait déjà noté sur le schéma que le stimulus, c'était la dépolarisation qui venait par les jonctions GAP des cellules d'à côté. Donc, l'essentiel, les 99%, même un petit peu plus, des cellules du cœur sont excitables, mais n'ont pas de propriété automatique. Elles vont se contracter à condition de recevoir une stimulation par les jonctions GAP. Donc c'est elles qui constituent l'essentiel de la paroi des oreillettes, des ventricules, et elles sont encore majoritaires dans la cloison interventriculaire. Mais en faisant des coupes histologiques, les anatomistes ont remarqué qu'il y avait des cellules qui certes sont des cellules musculaires, mais elles ont un petit peu moins de cytosquelette. Donc elles ont un aspect un petit peu différent et elles ont tendance, pour certaines en tout cas, à se regrouper en nœuds. Donc ils ont appelé ça des cellules nodales. Donc ce sont des cellules musculaires, hein. Si vous avez un sujet sur les cellules musculaires, elles en font partie, mais c'est des cellules musculaires modifiées, elles ont un petit peu moins de cytosquelette et elles, quand on les stimule, on bon, il y a un petit mouvement, mais de là à dire que c'est une vraie contraction, c'est pas vraiment spectaculaire, hein. Donc elles font des petites contractions au mieux. Donc nous, on en a déjà évoqué 2. On a celles qui font un petit amas dans l'oreillette droite, celles qui font un petit amas, au sommet de la cloison interventriculaire et puis en fait, il y en a d'autres, plus allongées, dans la cloison interventriculaire. Donc ce sont 2 anatomistes différents, qui les ont, découvertes dans la cloison interventriculaire et dans la paroi des ventricules. Donc le premier, il s'appelait His et comme c'est des, cellules allongées, qui forment des espèces de fibres en réseau, on appelait ça un faisceau, donc le faisceau de His dans la cloison interventriculaire. Et puis l'autre, c'est un anatomiste, très connu pour tout le système nerveux, mais qui est néerlandais. Donc s'il vous plaît, ne le baptisez pas Purkinje, c'est Purkinje. Il est néerlandais. Donc faisceau de His et de Purkinje. Donc on va montrer que ce qui fait les propriétés, automatiques du cœur, c'est le fait qu'il y ait un nœud sinusal et le fait qu'il y ait des faisceaux. Le nœud septal aura un petit rôle, mais n'est pas strictement indispensable pour l'activité automatique. C'est vraiment le nœud sinusal et les faisceaux qui vont beaucoup nous intéresser. Et donc, on va démontrer la fonction de chacun dans ses propriétés automatiques. Là, le tableau est déjà rempli, mais on va le construire. Donc, ce qu'on a établi la dernière fois, c'est que les cellules du myocarde, si on met une électrode dedans, on peut obtenir un potentiel d'action cardiaque à condition de mettre un stimulus.
Donc ici, ils ont fait quelque chose de plus intéressant que ce que nous, on a fait la dernière fois. Ils ont prélevé un morceau de l'oreillette droite. Et dans ce morceau de l'oreillette droite, il y a des cellules du nœud sinusal connectées à des myocytes tout à fait ordinaires. Donc en descendant l'électrode dans les cellules sinusales, on retrouve ce qu'on avait vu dans le premier cours. Ces cellules, elles ont une activité électrique spontanée parce qu'elles ont un potentiel pacemaker qui les dépolarise, qui fait atteindre le seuil du potentiel d'action, et après elles émettent des potentiels d'action. Les cellules du myocarde, on a dit que normalement, hein, si on les isole, elles font rien, elles ont un potentiel de repos. Mais ici, on a pris des cellules sinusales et du myocarde. Et ce qu'on voit, c'est que l'activité électrique de la cellule sinusale, eh bien, déclenche une activité électrique dans les cellules du myocarde. Alors, elles vont pas avoir tout à fait le même aspect, hein. On a dit que les canaux du potentiel d'action étaient un petit peu différents dans les cellules du myocarde et dans les cellules sinusales. Donc, l'aspect du potentiel d'action change. Mais globalement, c'est la même chose. Ça veut dire que ce potentiel d'action sinusale a déclenché ce potentiel d'action dans le myocarde, et ainsi de suite. Donc, la cause de l'activité électrique dans le myocarde, ce sont les cellules sinusales. Mais pour qu'il y ait un courant électrique, il faut quand même qu'il y ait un stimulus savant. Non, aucun, puisque les cellules sinusales, elles ont une activité électrique spontanée. Donc, spontanément, elles vont émettre une activité électrique. Et comme on voit qu'on le retrouve dans les cellules du myocarde à proximité, ben, ce qu'on va proposer, c'est qu'il y a des jonctions gap entre les cellules sinusales et les cellules du myocarde. Et puis, on sait déjà qu'entre elles, les cellules, les myocytes classiques, ils ont déjà aussi des jonctions gap. Et donc, pour expliquer la propagation, là, on va juste proposer qu'il y ait des courants qui passent par les jonctions gap et qui soient capables d'activer les canaux du potentiel d'action de chacune des cellules. Bah, sinon, vous n'auriez pas de battement, en fait, hein. Mm. On va démontrer que cette activité électrique est à l'origine de la contraction spontanée, hein, puisqu'il faut bien qu'il y ait quelque chose qui la déclenche. Et donc, c'est parce qu'il y a une activité électrique spontanée qu'il va y avoir une activité de contraction spontanée. Donc, ce qu'on voit en même temps que cette activité électrique, donc dans les cellules sinusales, une toute petite contraction très faible, mais quand ça se propage aux myocytes classiques, en même temps qu'il y a le potentiel d'action, là on voit de très nettes contractions qui sont facilement visibles parce qu'il y a plus de cytosquelettes dans les myocytes ordinaires que dans les cellules nodales. Donc ce courant électrique qui passe à travers les jonctions gap, c'est ce qu'on a appelé le courant d'action. C'est le courant d'action puisque c'est ce qui va déclencher l'action de se contracter. Et donc on avait déjà identifié les structures, hein. Donc les desmosomes avec ici un épaississement sous-membranaire marqué, hein, puisqu'on est avec beaucoup de protéines, et puis au contraire des secteurs où il n'y en a pas et qui sont des secteurs pardon ici, des secteurs de jonction gap. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'entre deux myocytes cardiaques, les secteurs de jonction gap sont assez étendus, hein. Donc l'activité électrique se propage très facilement d'une cellule à l'autre, mais elles sont aussi très adhérentes entre elles. Donc bien sûr, quand un myocyte se contracte, il tire sur ses voisines, et c'est pour ça que c'est l'ensemble de l'oreillette ou l'ensemble du ventricule qui va changer de forme, parce qu'elles sont très adhérentes entre elles. Ah oui, j'avais remis. Donc j'ai remis le dessin de la jonction gap, hein, avec les différents connexons. Donc dessinez bien deux protéines différentes, une dans chaque membrane, et bien en face les unes des autres pour créer la jonction gap. Hmm. Donc ce qu'on va essayer de démontrer, c'est que cette activité électrique à l'échelle cellulaire peut se retrouver à l'échelle de l'organe, ça va être notre première étape, et que cette activité à l'échelle de l'organe est ce qui va déclencher la contraction. Donc finalement, si vous avez un sujet sur l'automatisme cardiaque, il faut y aller en plusieurs étapes. Donc d'abord, observer qu'il y a un automatisme électrique. Donc pour ça, vous devez montrer qu'il y a un automatisme de l'émission des potentiels d'action par la cellule sinusale, par les cellules sinusales.
Donc là, clairement, il s'agit d'expliquer la composante d'hyperpolarisation des canaux HCN, qu'un canal HCN, dès la fin du potentiel d'action, reçoit le stimulus. Le stimulus, c'est d'aller à moins 60, qui va induire son ouverture, et que donc, c'est cette phase-là qui est responsable de l'automatisme, puisque hop là, ça c'est mal décidé, on atteint systématiquement un seuil. Voilà, donc c'est les canaux HCN qui sont responsables de l'activité électrique des cellules sinusales. Mais si on a que les cellules sinusales, évidemment, il ne se passe rien, puisqu'on n'est que dans l'oreillette droite. Deuxième étape de votre démonstration, la, pro- la propagation de ce courant, qui devient ce qu'on appelle le courant d'action. Et là, à l'échelle cellulaire, ce qu'on attend de vous, c'est que vous expliquiez la présence des jonctions gap, que vous expliquiez aussi que si ce courant il se régénère, parce que normalement un courant a une décroissance exponentielle et disparaît, c'est parce qu'il y a des potentiels d'action dans tous les myocytes. Et donc comment les potentiels d'action qui circulent à la surface d'un myocyte vont générer un courant à proximité de la cellule d'à côté et donc induire qu'il y ait des ions qui passent à travers les jonctions gap. Et donc ça, c'est une activité électrique. Et donc ensuite, là, on est à l'échelle cellulaire, on va dézoomer à l'échelle du cœur. Et nous, on est à cette étape-là actuellement. Et bien sûr, ce qui va nous rester à faire, c'est de montrer que l'activité électrique induit une activité mécanique. Donc pour le moment, nous, on est ici, hein, on était à l'échelle cellulaire. On a déjà montré dans le cours précédent que les cellules sinusales ont une activité électrique automatique. On a déjà montré aussi qu'il y a des jonctions gap, mais maintenant on va dézoomer, essayer de comprendre par où exactement circule ce courant d'action, à travers quelles cellules, pour pouvoir expliquer après comment le cœur se contracte. Parce que bien sûr, hein, l'intérêt c'est de relier ces deux aspects. On sait qu'ils vont forcément se relier, puisqu'on a déjà établi que lors d'un potentiel d'action, un myocyte cardiaque se contracte. Donc en fait, regarder par où passe l'activité électrique, c'est regarder comment se propage la contraction à l'échelle du cœur. Donc vous avez tous les éléments de la démonstration, hein, c'est juste qu'ils soient répartis à différents endroits et qu'il va bien falloir les regrouper si vous avez un sujet sur l'activité électrique du cœur, l'activité automatique du cœur. Pensez aussi à bien séparer les choses. Il y a des sujets de colle sur l'activité électrique du cœur, il y a des sujets de colle sur l'activité mécanique du cœur. Et donc, il faut pouvoir bien séparer et pas parler de l'un quand vous avez un sujet sur l'autre. Donc, dézoomons et passons à l'échelle de l'organe. C'est temps entre chaque émission de potentiel d'action, mais donc à l'origine, tu vas devoir ramener le nombre de. Au contraire, le délai que tu... Enfin, oui, si on peut le dire comme ça. Le délai que tu as, en fait, ça va être la diastole. Puisque dans le cœur, le potentiel d'action, c'est le moment de la contraction. On sait que là, il va y avoir une contraction, là, il va y avoir une diastole, là, il va y avoir une nouvelle contraction, etc. Et donc, effectivement, puisque le potentiel pacemaker est de durée variable, on a vu par quoi il pouvait être contrôlé, bah forcément, le délai qu'il y a entre deux contractions est lui aussi variable. Et c'était VTT. Bah parce que nous, là, pour le moment, on était à l'échelle cellulaire. On a vu qu'il est possible que les cellules se transmettent leur activité électrique, mais maintenant, il va falloir voir par où ça passe. Alors, on était à l'échelle cellulaire, maintenant, on passe à l'échelle de l'organe pour voir justement quel va être le chemin précis et est-ce que en retraçant le chemin précis du courant, on va pouvoir expliquer ce qu'on a vu de l'extérieur. Les oreillettes se contractent d'abord, puis les ventricules, puis le repos de tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on a toujours cette séquence-là? Surtout qu'a priori, par les jonctions gap, on va pas pouvoir tellement expliquer un décalage de contraction des oreillettes avec les ventricules, puisque ça se propage de cellule en cellule. Donc là, on a un problème. Mais comme on a fait le TP, vous allez voir, c'est pas vraiment un problème.
Donc ici, on a posé des électrodes, sur un cœur animal pour essayer de voir comment se propage ce fameux courant d'action. Et en même temps, ce qu'on vous propose, c'est l'électrocardiogramme. Donc l'électrocardiogramme, on met des électrodes, heu, c'est pas sur le cœur bien sûr, hein, on vous a pas ouvert la poitrine, donc c'est sur la peau. Donc en fait, un électrocardiogramme, c'est la somme des dérivés des activités électriques. Ah donc c'est pour ça que ça va pas se présenter exactement de la même manière, mais même si c'est un indicateur indirect de l'activité électrique du cœur, heu, une fois qu'on connaît la correspondance, en fait, on peut lire le cycle cardiaque avec l'électrocardiogramme. Donc première étape, on a ici le fameux nœud sinusal ou nœud sino-atrial, hein, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, heu, une une petite structure, centimétrique à peu près, donc qui est le point de départ de l'activité électrique, hein, totalement spontanée. Et effectivement, quand on met les électrodes, quand on regarde les électrodes, on voit qu'à partir de ce nœud sinusal, de cellule en cellule, il y a propagation de l'activité électrique à travers toute l'oreillette droite et qui vient très rapidement se connecter aussi à l'oreillette gauche. Donc il y a un micro-décalage du fait que les cellules sinusales soient dans l'oreillette droite, mais la propagation est extrêmement rapide par les jonctions GAP. Donc c'est pour ça que, nous, quand on prenait des photos, des films, arriver à voir le décalage entre oreillette droite et oreillette gauche, on n'y arrive pas et qu'on a dit: «Les oreillettes se contractent en même temps». Propagation extrêmement rapide. Mais pas de propagation au ventricule. Donc ça, c'est surprenant. Pourquoi ça peut aller quasiment instantanément à l'oreillette gauche et que ça descend pas instantanément au ventricule droit? D'après vous? Qu'est-ce qu'on a vu en TP qui fait que ça va aller dans les oreillettes mais pas dans les ventricules? Le fameux anneau de conjonctif. Vous il n'est pas représenté ici, mais il est vraiment ici à la jonction. On avait touché cet anneau blanc fibreux, donc ça, c'est pas du muscle. Vous n'avez pas de jonction gap entre ces cellules conjonctives et les cellules musculaires. Donc on a un secteur ici où il n'y a pas du tout de jonction gap et comme il n'y a pas de jonction gap entre oreillette et ventricule parce qu'il y a cet anneau fibreux, l'activité électrique ne peut pas passer directement des oreillettes au ventricule. Donc cet anneau fibreux, c'est lui qui va faire le décalage entre la contraction des oreillettes et la contraction des ventricules. Mais pas tout seul. Lui, en fait, tout ce qu'il fait, c'est empêcher que l'activité électrique des oreillettes descende vers les ventricules. Mais il n'est pas suffisant à faire un décalage entre la contraction des oreillettes et la contraction des ventricules. Parce que comme on vient de le remarquer, le passage par les jonctions GAP est extrêmement rapide. Donc même si ça passait par la cloison interventriculaire, ça devrait être très rapide et on ne devrait pas avoir un décalage aussi marqué que celui qu'on voit. Et c'est là où le fameux nœud septal entre en jeu. Alors il est très compliqué à dessiner ce nœud septal parce que on essaye là, sur le schéma, de mettre dans un même plan ce qui n'est pas sur le même plan. Donc ça vous donne un peu l'impression qu'il est dans l'oreillette droite, mais en fait c'est pas vrai, hein. Il est vraiment, alors si on décale un peu, il est vraiment ici au sommet de la cloison interventriculaire. Qu'est-ce que ça change qu'il y ait un nœud septal à cet endroit-là? Donc le nœud septal, il est beaucoup plus lent dans son activité spontanée que le nœud sinusal. Lui, il va plutôt faire des potentiels d'action à une fréquence de 40 potentiels d'action par minute. Quand on a vu que les cellules sinusales, même au repos, c'est 70. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Il pourrait, théoriquement, avoir une activité électrique spontanée. Seulement, il va recevoir un stimulus avant d'avoir lui-même atteint le seuil des potentiels d'action. Et donc, c'est la réception de ce stimulus qui va lui faire déclencher des potentiels d'action. Donc, en fait, il a en théorie une fonction automatique, mais à condition de détruire le nœud sinusal. Parce que sinon, le nœud sinusal lui envoie trop rapidement des activités. Donc, si on dessine une activité du nœud septal, donc toujours vrai, il commence à avoir, si on met là le seuil, hein, son potentiel pacemaker propre. Il faudrait encore tout ce délai pour que de par lui-même, il émette un potentiel d'action. Seulement, entre-temps, il reçoit le courant d'action. Comme il reçoit le courant d'action, on obtient une dépolarisation rapide et il se met à émettre un potentiel d'action. Donc, il n'aura jamais d'activité propre, tout simplement parce qu'il reçoit des stimuli
avant d'avoir pu atteindre par lui-même le seuil de déclenchement des potentiels d'action. Donc c'est pour ça que oui, il est automatique, mais il n'a aucune fonction dans l'activité automatique du cœur. Il n'en a que quand le nœud sinusal est complètement détruit. Si le nœud sinusal est complètement détruit, alors le nœud septal peut déclencher la contraction des ventricules à 40 battements par seconde. Mais à ce moment-là, il n'y a plus de contraction des oreillettes. Donc ça, c'est des choses qu'on peut constater en cas de défaillance grave du cœur. Il arrive parfois que le nœud sinusal ne fonctionne plus et que dans le temps d'intervention des secours, la personne ne meurt pas parce que le nœud sinusal continue à faire fonctionner les ventricules. Donc le cœur se remplit pas très très bien, mais on a vu quand même l'essentiel du remplissement est passif. Donc il se remplit quand même. C'est juste que la fin du remplissage n'a pas lieu. La contraction sont extrêmement lentes, mais ça suffit à maintenir la personne en vie le temps d'arrivée des secours. Par ça, il n'a pas de fonction. En fait, sa fonction est complètement court-circuitée par le fait que le nœud sinusal fonctionne à 70 battements par minute quand lui fonctionne à 40. Donc forcément, le nœud sinusal on lui envoie un courant d'action qui ne va pas être pour lui le stimulus. Donc dans les conditions normales, le nœud septal n'a pas de fonctionnement automatique parce qu'il reçoit le courant d'action à intervalles trop rapide par rapport à son seuil de déclenchement des potentiels d'action. Est-ce à dire qu'il n'a pas de fonction dans les conditions normales? Non, je n'ai pas dit ça. En fait, ce sont des petites cellules, ces cellules sinusales. Et elles conduisent très mal le courant parce qu'elles sont petites. Donc, ce qui va se passer lors du passage de ce courant d'action à travers le nœud septal, ça lui fait certes émettre des potentiels d'action, bon, rien de très nouveau, mais ce sont des cellules qui sont plus petites, moins bonnes conductrices que les cellules du myocarde, et donc le courant d'action est ralenti lors du passage à travers le nœud sinusal. Et c'est ça qui fait le décalage de contraction entre les oreillettes et les ventricules. Si on avait à la place du nœud septal des bons myocytes cardiaques, eh bien en fait, on n'aurait pas ce décalage franc entre les oreillettes et les ventricules. Il y aurait une superposition entre la contraction des oreillettes et la contraction des ventricules. Ce qui fait qu'évidemment, la contraction des oreillettes servirait plus à grand chose, parce que si les ventricules sont déjà contractés, le remplissage des ventricules par la contraction des oreillettes deviendrait beaucoup moins efficace. Donc ce décalage de contraction, c'est ce qui va permettre de bien remplir les ventricules. Et c'est dû à l'anneau fibreux d'une part et au petit diamètre des cellules du nœud septal d'autre part. Il faut les deux. Une fois que l'activité électrique a traversé le nœud septal, donc le courant électrique a complètement disparu des oreillettes. Il n'est plus que dans le nœud septal, mais à partir de ce moment-là, il va circuler très rapidement, encore plus rapidement qu'à travers les myocytes cardiaques, parce que on le retrouve dans les fameux faisceaux. Donc le faisceau de His d'abord dans la cloison interventriculaire, le faisceau de Purkinje sur les côtés. Et là, on a des cellules très allongées, très bonnes conductrices, et donc là, on a une propagation très rapide à travers le septum. Ça va jusqu'à l'extrémité du cœur et par le faisceau de Purkinje, ça remonte sur les côtés. Et là, pareil, hein, ces cellules nodales, elles ont des jonctions de gap avec les myocytes cardiaques et donc il y a contraction au fur et à mesure que ça se propage. Donc ce qu'on voit, c'est que le septum est contracté d'abord et ensuite la paroi des ventricules va se contracter ensuite. Qu'est-ce qui va se passer lors de la contraction du septum? Vous avez dû remarquer que les piliers sur lesquels sont accrochées les cordelettes tendineuses, ce sont généralement soit des épaississements de la cloison interventriculaire, soit vraiment ici en bas de l'extrémité. Donc c'est la zone qui se contracte en premier. Donc les piliers se contractent, ça va tendre les cordelettes tendineuses et ça va bien étaler les valves auriculo-ventriculaires. Hein. Ça ne les ferme pas, juste ça les étale bien. Donc ça va préparer ce qui va se passer lors de la deuxième phase. Ensuite, la contraction des ventricules fait augmenter la pression dans le ventricule, donc le sang reflue. Et comme les valves sont bien étalées par la contraction des piliers qui ont tendu les cordelettes, et les valves vont pouvoir se refermer beaucoup plus facilement quand la pression augmente lors de la contraction des ventricules. Mais à écrire en gros, hein, à aucun moment la contraction des piliers ne ferme les valves. C'est passif. Puisqu'on peut le faire en TP, c'est passif. Ça prépare juste, ça améliore, mais ça ne ferme pas les valves.
Les valves se referment même si, les piliers ne se contractent pas, même si on on n'avait pas ce système-là, hein, c'est le reflux du sang qui ferme les valves, c'est pas la contraction des piliers. Et puis ensuite, bah, une fois que l'activité électrique est remontée le long des parois des ventricules, et ben, il tombe à nouveau sur l'anneau fibreux. Donc plus de possibilité de remonter vers l'oreillette puisqu'on passe sur l'anneau fibreux. Et puis bien sûr, là, à tous les moments, la circulation est forcément unidirectionnelle et ne peut jamais faire demi-tour. Pourquoi? Pourquoi à partir du nœud, par exemple, on retourne pas vers l'oreillette? Oui, parce qu'on a inactivation des canaux. Tout là, on a émission de potentiel d'action calcique avec des canaux qui ont une inactivation. Donc, dès qu'on a eu potentiel d'action, ici, les oreillettes ont des canaux qui sont à l'état inactivé. Donc, le- l'activité électrique ne peut que progresser, ne va jamais pouvoir refluer. Là, on a contraction de tout le ventricule. Donc, une fois que le courant est arrivé au sommet des ventricules, ben, il ne peut pas faire demi-tour puisqu'on a inactivation. Et il ne peut pas avancer non plus puisqu'on est sur l'anneau fibreux. Et donc, il disparaît. S'il disparaît, plus d'activité électrique, diastole générale pendant un certain temps. Et ensuite, le nœud sinusal réémet un nouveau potentiel d'action et c'est reparti pour un tour. Donc, ce qui n'est pas dessiné ici, hein, ce qui manque pour avoir un cycle, c'est qu'il faudrait un cœur dessiné entièrement en gris, diastole générale, il ne se passe rien, ni les oreillettes, ni les ventricules ne sont contractés. Et seulement après, on va pouvoir recommencer le système. Donc, on arrive à suivre les différentes phases, enfin les médecins arrivent à suivre les différentes phases. La dépolarisation des oreillettes, donc quand vous avez de plus en plus de cellules qui ont une activité électrique, on va avoir une dérivée positive, donc ça va augmenter. Donc ça, c'est quand on augmente on recrute des cellules dans l'oreillette, et puis après, bah, au fur et à mesure, on, les potentiels d'action vont progressivement disparaître, et c'est ce qu'on voit là. Donc là, sur un électrocardiogramme, la première déflexion, c'est la contraction des oreillettes. Ensuite, on voit bien le délai de passage dans le nœud septal, puisque c'est ce délai-là. C'est le ralentissement à l'intérieur du nœud septal. Donc tout se passe comme si il n'y avait pas d'activité électrique parce qu'elle est au centre du cœur, donc sur notre peau, on n'en repère pas grand-chose. Le passage à travers les faisceaux de His, ça fait une petite déflexion vers le bas. Et ce qui est facilement repérable, c'est la dépolarisation des ventricules, de plus en plus de cellules, puis ensuite de moins en moins. Et donc ça se repère très, très facilement. Là, ce qu'on enregistre, hein, puisqu'on n'est pas en train de mettre des électrodes dans le cœur, on n'est même pas en train d'en mettre sur le cœur, on en met sur votre peau. Donc en fait, on a le résultat de l'activité électrique, mais sur la peau. Et en fait, ce qu'on observe, ça peut se démontrer mathématiquement, que cette activité électrique, c'est la somme des dérivées des activités électriques de l'ensemble des cellules. Et donc c'est pour ça que quand on a une déflexion vers le haut, ça veut dire qu'il y a plus de cellules qui deviennent actives, hein, plus de cellules dépolarisées. Et quand on a une diminution, c'est-à-dire qu'il y a moins en moins de cellules dépolarisées. Et donc c'est ça qu'on va pouvoir lire. Et pour savoir comment l'activité électrique circule dans le cœur, bah, les médecins regardent justement l'aspect de l'électrocardiogramme et ils regardent s'il y a des zones qui sont allongées, par exemple, ou raccourcies. Si on avait, par exemple, des problèmes de conduction dans le nœud septal, on aurait peut-être un allongement ici de ce délai. Ça veut dire que le nœud septal possède une malformation. Et donc on peut suivre comme ça l'activité électrique à travers le cœur tout en restant avec des électrodes à la surface de la peau. Donc ce qu'on repère ici, c'est que le fait que l'activité électrique passe par la cloison et non par les côtés, ça fait une contraction du bas vers le haut. Oui. Ce sont les cellules nodales qui permettent d'avoir une conduction très rapide de l'activité électrique dans la cloison interventriculaire. Ça, c'est ce qui a été découvert par His. Et sur la paroi des ventricules, c'est ce qui a été découvert par Purkinje. Donc ça va permettre qu'il n'y ait pas de délai, en fait, que l'ensemble du ventricule se contracte simultanément, et même s'il y a un tout petit décalage entre la pointe et le sommet, mais que ce soit relativement rapide. Donc ça va beaucoup plus vite qu'à travers directement des myocytes ordinaires. Ce sont des cellules nodales, donc on voit des cellules qui sont allongées.
et dans lesquelles on a un petit peu moins de cytosquelette. C'est pas plus spectaculaire que ça, hein, elles ont en gros le même phénotype que les cellules des nœuds, seulement les cellules des nœuds, elles sont toutes petites, celles-là, elles sont très allongées. C'est pour ça qu'on parle de faisceau. Non, en fait, ça, c'est le résultat de la disparition de polarité. Ça fait un petit truc ici. Et en fait, ça, c'est ça qui montre la disparition de l'activité électrique à l'intérieur des ventricules. Elle est plus difficile à interpréter, donc généralement, pour nous, on la passe sous silence. Déjà que euh, là, vous devez juste savoir qu'il est possible de faire la correspondance, mais bien sûr, on vous demande pas de savoir en détail, comprendre en détail comment fonctionne un électrocardiogramme. Donc, ce qu'il y a vraiment de particulier, hein, c'est que ça passe pas par les bords, ça passe par le centre. Donc, on a vu un des rôles du fait que ça passe par la cloison interventriculaire, c'est décaler la contraction entre les oreillettes et les ventricules. Deuxième élément, c'est que ça fait contracter de la pointe du cœur en remontant vers l'oreillette. Et ça, pour éjecter, c'est forcément mieux. Imaginez que ça passe par les bords. On contracte le dessus et on fait donc descendre le sang vers la pointe du cœur. Pour une éjection, c'est pas terrible quand même. Tandis que là, du fait qu'on a une circulation rapide dans le septum, c'est l'extrémité qui se contracte avant le sommet, et donc le sang va effectivement être propulsé vers le haut, vers les artères. Donc deux fonctions pour la circulation à travers le septum. Hmm. Donc ici, il vous montre à la fois la propagation du courant et en même temps, comment est-ce que ça se lie sur l'électrocardiogramme. On va reprendre parce que c'est un petit peu rapide. Hmm. Hmm. On va le reprendre du début. Donc, dépolarisation des oreillettes, circulation dans le faisceau, et ensuite contraction et fermeture des valves. La première, c'est décaler la contraction des oreillettes et des ventricules, et la deuxième, c'est expulser en propulsant vers le haut. Ah oui, puisque il va forcément disparaître, puisqu'il ne peut pas rebrousser chemin parce qu'on a une inactivation, il ne peut pas avancer, donc l'activité électrique disparaît complètement. Or, on a vu que l'activité électrique et l'activité mécanique coïncidaient dans le cœur. Vous n'avez plus d'activité électrique, vous n'avez plus d'activité mécanique. Et donc, ça va forcément être une diastole générale. Concrètement, est-ce que ce cycle, comment dire, les flux du sang sont continus ou est-ce que au moment où les ventricules sont remplis de sang et que les oreillettes sont fermées, enfin les oreillettes n'ont plus de sang et les valves sont fermées, est-ce que c'est de l'air ou est-ce qu'il y a déjà eu un afflux sanguin qui les a remplis? Ah, il n'y a jamais d'air. Hein, quand il y a de l'air, ça s'appelle une embolie, hein. Et donc, vous allez boucher tous les vaisseaux. Non, c'est que vous imaginez sans doute à cause des représentations que c'est vide, puis que ça se remplit. Mais n'oubliez pas qu'il reste 70 millilitres à la fin de chaque éjection. Donc en fait, c'est toujours partiellement rempli. C'est juste que les volumes augmentent. Il y a du liquide tout le temps en fait. C'est juste que les volumes des oreillettes et les volumes des ventricules vont changer. Donc ne vous laissez pas influencer par l'image de peut-être un réservoir qu'on remplit. Effectivement, il y a du liquide, il y a de l'air. Non, c'est juste plus ou moins de liquide en fonction des volumes. Donc c'est ici qu'il faudrait remettre tout ce qu'on a vu dans le cours I1 sur l'apparition des potentiels d'action, mais bien sûr, nous n'allons pas le refaire. Donc, montrer que c'est une activité spontanée, montrer que ce sont les canaux HCN qui font ça. Alors, pas de nucléotides cycliques là-dedans, hein, juste le fait que d'avoir des canaux ouverts par l'hyperpolarisation en soi, puisque ce sont des canaux soniques, ça fait une activité électrique spontanée.
Et donc, ce qu'on voit, c'est la propagation, le courant d'action, en fait, c'est la propagation de ce potentiel d'action à travers tout le cœur et qui ensuite disparaît puisque ici, on a des canaux présentant des phénomènes d'inactivation. Bah, forcément, on peut pas avoir, la propagation est forcément unidirectionnelle et une fois que ces potentiels d'action se sont régénérés de cellule en cellule et ont fait tout le tour du cœur, bah, forcément, ils disparaissent. Et donc ça, c'est intéressant. Si l'activité électrique est automatique et déclenche la contraction du cœur, on va pouvoir traiter les gens qui ont des défaillances du rythme cardiaque, en particulier quand ces défaillances, ils sont dues à une défaillance du nœud sinusal. Parce qu'il ne va pas y avoir besoin de greffer un cœur. Si vous remplacez l'activité électrique du nœud sinusal, eh ben, vous pouvez restaurer une contraction normale. Et donc, c'est ça qu'on appelle un pacemaker. Un pacemaker, c'est simplement qu'on va. Alors, ici, c'est la vieille méthode, ils ont mis la batterie sous la peau. Maintenant, on n'a plus besoin d'avoir quelque chose d'aussi volumineux, hein, c'est beaucoup plus petit et puis ça se recharge à travers la peau, beaucoup plus simple. Et on va mettre une électrode juste à côté de l'oreillette droite, à l'endroit où normalement il y a le nœud sinusal. Et si le nœud sinusal ne fonctionne pas, eh ben c'est le pacemaker qui va envoyer régulièrement une petite activité électrique et ça va suffire, puisqu'il suffit qu'il y ait une petite activité électrique dans l'oreillette droite pour déclencher le fonctionnement cardiaque. Généralement, on est quand même plus prudent. On se dit que s'il y a déjà un problème sur l'oreillette droite, il pourrait éventuellement y avoir des problèmes plus complexes. Donc, on met une deuxième électrode le long du ventricule, histoire de relancer le ventricule s'il y avait besoin. Donc, en fait, là, on met à tout hasard de quoi relancer le cœur. Ça va avoir exactement la même fonction qu'un défibrillateur. C'est pour réinitialiser le cœur s'il se met à faire de la fibrillation. Mais dans le fonctionnement de base, en fait, la seule électrode utilisée, c'est celle qui va à l'oreillette droite. Et donc, c'est pour ça que on dit que quand on utilise un défibrillateur, la première chose à regarder, c'est est-ce que la personne a un bracelet disant qu'elle a déjà un pacemaker. Parce que sinon, vous allez foutre en l'air son pacemaker en envoyant une grande décharge électrique à travers. Et surtout, vous n'allez pas rendre service à cette personne parce que maintenant, les pacemakers possèdent des capteurs. Et justement, s'il y a arrêt cardiaque, c'est le pacemaker lui-même qui va faire défibrillateur. Donc, si vous détruisez le pacemaker, c'est un petit peu dommage puisque le cœur aurait naturellement été relancé par l'implant lui-même. Ouais, donc et là, à ce moment-là, il utilise la deuxième sonde pour envoyer là un courant fort qui va tout remettre à zéro et permettre au cœur de se relancer. Donc les pacemakers, le problème, c'est qu'ils sont pas forcément adaptables à l'activité cardiaque et donc c'est à la main qu'il faut, souvent il y a une interface qui va permettre d'accélérer ou de le ralentir selon l'effort physique, mais c'est pas très adaptable. Par contre, bien sûr, c'est extrêmement efficace, hein et aujourd'hui, on n'a plus ce gros système, on a quelque chose de beaucoup plus petit, donc c'est beaucoup moins invasif et puis ce qu'on espère faire à long terme, c'est en faire qui utilise le glucose. Comme ça, on n'aura plus de problème de batterie, de recharge, et cetera. Donc, le défibrillateur, c'est quand ça, c'est une fibrillation, donc contraction complètement anarchique, qui fait que les ventricules ne se remplissent pas et n'éjectent pas non plus. Et donc, c'est pour ça qu'on vous demande de poser les électrodes en diagonale et de renvoyer un grand courant qui généralement suffit ensuite à ce que le cœur se reparte et que le nœud sinusal redémarre. On ne sait pas comment ça fonctionne, mais on sait qu'un choc électrique remet à zéro le fonctionnement électrique du cœur. Alors ça, dans l'histoire des sciences, je sais pas. À mon avis, c'est un petit peu par hasard. Il y a pas mal de choses qui se découvrent par hasard à l'occasion d'un court-circuit ou de choses comme ça. Je n'ai pas d'élément d'histoire des sciences qui fait qu'on a découvert ça. Si vous n'avez pas de défibrillateur ou si le défibrillateur n'a pas fonctionné, on a le système de massage cardiaque. Donc le principe, ça va être de presser sur le cœur de façon à envoyer du sang et notamment du sang au cerveau, hein, puisque le problème, c'est le muscle cardiaque et le cerveau sont entièrement aérobies. Donc s'il y a pas de sang qui va au cerveau et au cœur, forcément, ils vont mourir. Et c'est pour ça qu'on vous demande de presser assez fort, quitte à casser une côte,
parce que sinon, en fait, ça va pas aller juste jusqu'au cerveau. Vous allez bien alimenter le cœur, oui, mais vous n'allez pas alimenter le cerveau suffisamment. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, faites des formations pour voir qu'il faut vraiment presser beaucoup et qu'il faut tenir le rythme de la chanson Staying Alive. Et il faut pas ralentir, ce qui est totalement épuisant. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de se relayer et qu'il faut être assez nombreux à savoir le faire pour pouvoir justement se relayer avec un massage efficace. Le défibrillateur du lycée, il est où? Dans le hall, hein. Donc là, ça c'est quelque chose, il faut vraiment essayer d'avoir à l'œil quand vous vous baladez en ville, etc. Où sont les défibrillateurs? Sinon, vous avez justement l'application Staying Alive qui veut vous dire dans toutes les villes où sont les défibrillateurs. Mm. Dans le hall d'amphi, ouais. Donc finalement, cette activité mécanique automatique, on l'a expliqué de façon assez simple. L'activité de contraction automatique du cœur, bah, elle est due au fait qu'on a une activité électrique spontanée du cœur et qui se propage dans un sens qui explique l'activité mécanique du cœur. Donc expliquer l'activité mécanique du cœur, c'est en fait expliquer qu'elle est déclenchée par l'activité électrique et que l'activité électrique va d'abord aux oreillettes, fait une pause dans le nœud septal, puis ensuite va au ventricule et puis disparaît, ce qui va faire la diastole. Si on a un sujet sur l'activité mécanique, on est obligé de parler d'activité électrique là. Ah non, alors vous allez juste citer ça, cette activité électrique, elle est déclenchée par cette activité mécanique est déclenchée par l'activité électrique. Mais à ce moment-là, votre travail, c'est justement de faire ce qu'on a fait dans le cours de hier, expliquer vraiment tout le détail du cycle cardiaque, aller expliquer la contraction. Donc là, on va rentrer dans les détails du sarcomère, etc. Donc le côté automatique repose entièrement sur les cellules sinusales, hein. C'est le fait qu'elles aient une activité électrique spontanée. Et ensuite, ce qui fait le cycle cardiaque, c'est le chemin emprunté par cette activité électrique. En particulier le fait qu'il y ait une vitesse très faible au sommet de la cloison interventriculaire. Donc ça fait le décalage de contraction oreillette-ventricule, donc le remplissage final des ventricules. Et puis, le fait qu'on ait toujours les deux oreillettes et les deux ventricules en même temps, ça c'est la rapidité de propagation par les jonctions gap qui fait qu'on a coordination de la contraction des oreillettes et de la contraction des ventricules. Et puis bien sûr, ce qui fait qu'on a la diastole générale, bah, c'est le fait qu'on a l'anneau fibreux d'une part et la période réfractaire d'autre part. Donc dans les erreurs qui reviennent souvent sur les schémas, faites attention quand vous dessinez les potentiels d'action. Donc on est dans le cœur, ce sont des potentiels d'action calciques. Le sodium, c'est pour le canal HCN. Donc c'est le sodium qui fait l'activité automatique, mais le potentiel d'action lui-même est un potentiel d'action calcium. Et puis bien sûr potassium pour repolariser, mais ça, c'est le cas de tous. Le changement de fréquence cardiaque ne peut se faire que sur le potentiel pacemaker, pas sur un potentiel d'action qui, par définition, dure 250 millisecondes. Ça se rallonge pas, c'est 250 millisecondes. Donc le seul élément de contrôle, c'est la durée du potentiel pacemaker. Donc ce qui va faire le délai entre deux contractions, c'est le délai de la diastole, période de repos qui peut être plus ou moins courte. Les études, calcium, comment ils ont une bonne charge glucidique. Enfin, est-ce que le courant ionique de calcium, ça fait pas Ah si, si, bien sûr, oui, oui. Puisque le courant est proportionnel au nombre de charges, avec 2 fois moins d'ions, on obtient la même dépolarisation. Ah non, c'est pas ça, puisque on va toujours à la même valeur de la dépolarisation. Ça veut dire qu'il y a moins d'ions calcium qui rentrent pour obtenir cette dépolarisation que si on l'avait fait avec des ions sodium. sur les formes pas Na+, calcium, genre CAD+. Tout à fait, il y a une pompe calcium qui va permettre de refaire sortir du calcium à l'extérieur. Donc c'est exactement le même système.
Donc on va essayer d'expliquer, les variations de fréquence cardiaque, hein, parce que là, on a fait un cœur qui a l'air de battre toujours régulièrement, pas de fluctuation. Mais on va essayer d'expliquer les variations de battement cardiaque, donc variation de la diastole, pourquoi la diastole est plus ou moins longue. Parce que dès qu'on a déclenché les systoles, hein, elles, c'est forcément toujours pareil. Les systoles, c'est des potentiels d'action qui se propagent dans le cœur selon la forme des cellules. Donc ce sera toujours pareil. Systole auriculaire, systole ventriculaire, ça ne va pas changer. Par contre, la durée de la diastole, elle peut changer. Donc, qu'est-ce qui fait durer la durée de la diastole? Et puis, on va pas rester centré sur la pompe, on va regarder en fait l'ensemble de la circulation, comment l'ensemble de la circulation est contrôlé, notamment en fonction de l'effort physique. Donc, on va élargir le contrôle du cœur au contrôle de la pression artérielle moyenne. Donc, les physiologistes, nous, on parle de pression artérielle, votre médecin parle de tension, mais c'est la même chose, hein. Donc vous savez comment il fait, il vous met un brassard toujours sur le bras, à peu près à la hauteur du cœur, hein. L'endroit où il le met n'est pas du tout aléatoire, et c'est pas près du coude, parce que le principe, ça va être de mesurer la pression dans l'artère radiale. Donc la tension, c'est la pression, euh, pardon, la pression, c'est la pression du sang sur les vaisseaux, la tension, c'est la résistance du vaisseau dans l'autre sens, mais donc ça va donner les mêmes valeurs. Et donc on va regarder comment le fonctionnement cardiaque, l'éjection du sang, va faire augmenter cette pression dans les vaisseaux lors d'un battement, mais ensuite, comment est-ce qu'elle va diminuer quand le cœur se relâche. On va avancer un petit peu. Donc on met un brassard, vous savez qu'il gonfle au maximum, ce qui n'est pas forcément extrêmement agréable. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi il vient nous comprimer comme ça le bras. Donc, le principe, c'est de venir comprimer l'artère. En fait, on profite du fait qu'elle est contre l'os. Donc, on va complètement l'écraser contre l'os de façon à la fermer totalement pour que le sang ne puisse pas circuler du tout. Ensuite, il relâche doucement. Est-ce qu'on voit ça? Non. Au fur et à mesure, il dégonfle, vous avez dû sentir ça, et il vous donne 2 chiffres. Donc, mais d'où ça vient qu'en dégonflant le brassard, il arrive à me donner 2 chiffres. Le premier qui va être la pression systolique et le deuxième qui est la pression diastolique. Alors, hop, on est revenu en arrière. Ça, déjà dit. Hop. Alors, faisons les schémas correspondants à une mesure de pression artérielle. Donc, on le fait à hauteur du cœur pour ne pas avoir les effets de pression qui peuvent être euh, dus à des, des variations importantes. Si on s'éloigne du cœur, en fait, vous avez vu, il y a un amortissement de pression, donc c'est pas intéressant de le prendre sur le poignet. On fait que vraiment si on peut pas. Et puis, si on se met au-dessus, ben, on va avoir la gravité qui va intervenir. Donc, on reste à peu près à hauteur du cœur, mais il faut une artère qu'on puisse complètement comprimer. Donc, on ne prendra jamais la pression dans les jambes, parce que les artères sont au milieu des muscles, hein, ça, on peut pas comprimer ça. Tandis que là, elle passe vraiment contre le radius. Donc, on va pouvoir, en augmentant la pression, venir presser l'artère contre le radius. Donc, comme c'est un élément important, on va dessiner l'os en coupe. Dans les deux situations, celle qui va permettre de mesurer la pression diastolique, celle qui va permettre de mesurer la pression systolique. Donc, première étape, on, on vient tellement exercer de pression sur ce bras qu'on comprime au maximum l'artère radiale. Donc, quand c'est un tensiomètre automatique, hein, il comprime vraiment, vraiment bien. À ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on va glisser un stéthoscope sous le brassard? C'est parce qu'en fait, tout se fait au bruit.
Je vous rappelle qu'un écoulement turbulent, ça fait du bruit. Un écoulement laminaire, ça fait pas de bruit. Là, il n'y a pas d'écoulement du tout. Donc, première étape, pas de bruit, rien ne coule. Donc, s'il n'y a rien qui coule, ça veut dire que la pression dans le brassard, elle est supérieure à la pression maximale qu'on peut avoir dans les artères. Donc, on a appelé la pression systolique. La pression du sang n'est pas suffisante pour pouvoir passer à travers cette artère qui a été complètement comprimée. Donc là, ce que fait le médecin, c'est qu'il dégonfle progressivement le brassard. Son objectif étant d'entendre un bruit. Pourquoi est-ce qu'il va entendre un bruit à ce moment-là? Parce que le bruit, ça veut dire qu'on aura entrouvert l'artère radiale, ce qui fait qu'il y a un peu de sang qui va pouvoir passer à travers. Et bien sûr, dans ce cas-là, l'écoulement n'est pas du tout laminaire, l'écoulement est turbulent. Donc dans ces cas-là, ça veut dire que la pression, à un certain moment en tout cas dans le sang, devient supérieure à la pression du brassard. Et donc le premier bruit, donc il ne vous donne pas exactement la pression systolique, il vous dit on vient de passer en dessous de la pression systolique. Mais par convention, c'est ça que le médecin va vous donner comme valeur de votre pression systolique, mais vous voyez qu'il y a une petite marge d'erreur. La marge d'erreur étant proportionnelle aux capacités auditives de votre médecin, on s'est rendu compte qu'en fait, plus les médecins étaient âgés, plus la valeur de pression systolique était sous-évaluée. Donc c'est pour ça que maintenant, ils vous mettent souvent des tensiomètres automatiques, parce qu'à ce moment-là, c'est le micro qui va enregistrer, et tous les micros sont calibrés pareil, et du coup, on n'a plus cette marge d'erreur qui était due au vieillissement du médecin. Donc c'est en fait, c'est la turbulence qui nous permet d'entendre. Et ensuite, il va continuer à dégonfler progressivement. Et là, ce qui l'intéresse, c'est la disparition du bruit. Quand on n'entend plus rien, c'est que l'écoulement qui était turbulent est devenu laminaire. Et quand est-ce que l'écoulement va être laminaire? Ben, c'est quand il n'y a plus d'obstacle. Hein, cette artère, elle a repris sa forme normale. Donc, il n'y a plus du tout d'obstacle à l'écoulement. Et donc, là, ça veut dire que la pression dans le brassard est devenue plus faible que la pression minimum qui existe dans cette artère qu'on a appelée la pression diastolique. Et donc, ce qu'on cherche à écouter, c'est quand est-ce qu'apparaît le bruit. Ça fait un petit chuintement parce qu'il y a un petit filet de sang qui arrive à passer à travers l'artère. Et puis, quand est-ce qu'on va revenir à un écoulement laminaire. Donc, ça veut dire que le brassard ne fait plus du tout obstacle à la circulation du sang. Et ça, c'est la pression diastolique. Et donc, c'est pour ça qu'il vous donne toujours ces chiffres-là dans cet ordre-là. Il va toujours vous donner d'abord la pression systolique, puis la pression diastolique, puisque on dégonfle au fur et à mesure le brassard pour passer en dessous de la pression systolique, puis en dessous de la pression diastolique. C'est la pression du brassard qui donne, Bah oui, on dégonfle le brassard au fur et à mesure et on regarde quand est-ce qu'on obtient le bruit, quelle est la pression du brassard pour lequel on a obtenu le bruit, quelle est la pression du brassard pour lequel on n'obtient plus de bruit. Et donc ça, c'est ce que le médecin appelle mesure de la tension. Hein. C'est pour ça que le brassard avec le micro s'appelle un tensiomètre, et qui est en fait, pour un physiologiste, une mesure de la pression artérielle. C'est juste que il y en a un dans un sens, un dans l'autre, mais bien sûr, les valeurs sont exactement les mêmes. Dans un cas, c'est la pression du sang sur la paroi des artères, dans l'autre cas, c'est la pression des artères sur le sang. Forcément, c'est les mêmes valeurs. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant en termes de prédiction des maladies cardiovasculaires. Hein. C'est pour ça qu'on prend régulièrement la tension. La pression systolique, c'est la pression maximum, donc celle qui est susceptible d'endommager les vaisseaux. Avoir une pression diastolique, on va vérifier qu'elle n'est pas trop basse non plus.
Si la pression diastolique est trop basse, ça veut dire qu'on a un problème d'alimentation au sang des organes. Elles vont pas, la vitesse n'est pas suffisante. Mais ce qui est le meilleur prédicteur, c'est ni la pression systolique ni la pression diastolique, c'est la pression artérielle moyenne. Donc celle qu'aurait le sang si, au lieu d'être émis de façon intermittente par le cœur à chaque battement, il était émis de façon continue. Donc c'est pour ça qu'on calcule d'abord la pression artérielle moyenne en prenant la pression diastolique et un tiers de l'écart entre la pression systolique et diastolique, parce qu'en fait, ce qui fait la plupart des maladies cardiovasculaires, c'est cet écart. Si vous avez une forte pression systolique et une forte pression diastolique, les vaisseaux sont certes soumis à la forte pression systolique, mais il n'y a pas énormément d'écart. S'il y a beaucoup d'écart, ça veut dire que les variations de pression sur la paroi des vaisseaux sont énormes. Et c'est là qu'on a des possibilités de rupture. Donc, le premier facteur qu'on va regarder, c'est quelle est la valeur de la pression artérielle moyenne. Si on n'est pas dans des zones classées à risque, souvent ça s'arrête là. Si on a une valeur de pression artérielle moyenne qui est à risque, alors, dans un deuxième temps, on va regarder quelles sont les valeurs exactes de la pression systolique et de la pression diastolique pour savoir si on est vraiment dans une situation à risque ou pas. Donc nous, on va s'intéresser seulement à la pression artérielle moyenne, hein. On va laisser au médecin les conséquences des variations de pression systolique seule et diastolique seule. Donc, on va travailler sur plusieurs mécanismes de contrôle de la pression artérielle. On va commencer par le plus simple, mais qui n'est pas forcément celui qui a le plus de signification dans la vie courante, qui est ce qu'on appelle le baroréflexe. Donc, c'est un contrôle très rapide, mais à court terme, de la pression artérielle, et qui va s'appeler baroréflexe. Baro, c'est pour pression. Et quand vous utilisez le terme de réflexe, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle hormonal, tout est nerveux. Hein, pour qu'il y ait un réflexe, ça veut dire que l'ensemble du contrôle se fait par voie nerveuse. Donc c'est pour ça que ce sera un petit peu plus simple que ce qu'on va voir par la suite, où il y aura du contrôle nerveux et du contrôle hormonal. Alors pourquoi est-ce qu'on prend toujours cet exemple du baroréflexe alors que dans la vie courante, c'est peut-être pas le plus important? C'est parce qu'il va vous permettre très facilement de démontrer ce qu'est une régulation physiologique. Donc si vous avez le choix, allez bien sûr sur le contrôle de la pression artérielle. Donc pour prouver qu'il y a une régulation, il faut prouver qu'un paramètre donné présente des oscillations faibles autour d'une valeur qu'on va appeler valeur de consigne, parfois on disait valeur de référence, et qu'il y a assez peu de fluctuations autour de cette valeur de référence. Pourtant, il y a des choses susceptibles de perturber ce paramètre, parce que si ce paramètre est stable en soi, hein, bon, et ça ne veut pas dire qu'il a de régulation. Il faut que vous montriez que ce paramètre, il oscille très peu alors qu'il y a des sources de perturbation. Donc s'il y a des sources de perturbation alors qu'il varie peu, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui le contrôle. Hein, typiquement, la glycémie, on mange des éléments sucrés lors des repas, pas entre les repas, et la glycémie est invariablement stable, qu'on soit en train de s'empiffrer de gâteaux ou qu'on soit entre deux repas. Alors que normalement, on devrait avoir un pic de glycémie au moment où on mange des choses sucrées et une chute de la glycémie entre les repas. C'est remarquablement stable. Donc ça veut dire que là, on est clairement sur un paramètre soumis à la régulation. Et bien, on va montrer que pour la pression artérielle, c'est la même chose, pas tout le temps, mais que la majeure partie de la journée, bien qu'il y ait de nombreuses causes de perturbation, on a des valeurs relativement stables. Donc c'est ça la notion de l'homéostasie. Donc là, ce qu'on a fait, c'est soumettre des sujets à des mesures euh, de pression artérielle pendant à peu près toute la journée. Et on a mis la pression diastolique, la pression systolique, c'est pas tellement ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la pression artérielle moyenne, puisqu'en fait, ce n'est pas la pression diastolique qui est contrôlée, ce n'est pas la pression systolique qui est contrôlée, mais c'est la pression artérielle moyenne. Et ce qu'on voit, c'est que l'essentiel de la journée, on reste à peu près autour de la même valeur. Donc l'essentiel de la journée,
on a effectivement un paramètre qui est parfaitement régulé et qui est un des éléments de l'homéostasie. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi des exceptions. Les repas. Lors des repas, il y a des petits pics. On se programme, on n'expliquera pas pourquoi. Lors du sommeil, chute de la pression artérielle lors du sommeil. On n'expliquera pas pourquoi non plus. Et augmentation lors du sport, ça par contre, on va l'expliquer. Donc c'est un paramètre qui est régulé. En fait, on va montrer qu'il est régulé aussi. Alors, il est régulé pendant le sommeil, il est régulé aussi pendant le sport, mais la valeur de référence change. Et donc, le fait de pouvoir changer cette valeur de consigne, c'est ce qu'on appelle une adaptation physiologique. Donc, ce schéma vous permet de montrer la différence entre une régulation et une adaptation physiologique. Entre deux repas à la journée, on est sur une régulation. Ça ne bouge pas autour d'une valeur de référence correspondant à la valeur de jour. Et puis, il y a des moments où la valeur de consigne change, le sommeil. On est aussi sur quelque chose de relativement stable, mais pour une valeur différente de celle de la journée. Et on va démontrer que pendant le sport, on a aussi un contrôle, mais un contrôle pour une valeur beaucoup plus élevée de la pression artérielle. Donc, adaptation physiologique, c'est changer la valeur de consigne qui change en fonction de l'état de l'organisme, est-ce qu'il est en exercice et est-ce qu'il est au sommeil. Et même, vous voyez, il y a le sommeil lent et le sommeil profond, il y a même deux valeurs différentes. Donc pour montrer l'importance de ce contrôle de la pression artérielle, moyenne, on peut aller regarder les pathologies qui vont faire soit que la pression artérielle moyenne est supérieure à la valeur standard dans la population, donc toujours pour le jour entre 2 repas. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler l'hypertension ou au contraire l'hypotension. Donc un des éléments qui peut facilement faire de l'hypertension, c'est le stress. Donc la prochaine fois, observez savamment votre médecin, vous verrez que jamais il va vous faire asseoir et prendre l'attention quand vous venez de rentrer dans son cabinet. Parce que le fait de rentrer dans le cabinet crée un stress. Donc il commence par vous asseoir, par vous raconter tout un tas de trucs, vous poser des questions, vous avez l'impression qu'il cherche à faire un diagnostic. Non, il occupe votre cerveau pour que vous vous détendiez. Il sait qu'il va falloir à peu près 3 minutes. Donc ça va discuter de tout et de rien pendant 3 minutes. Au bout de 3 minutes, il mesure la pression artérielle, de façon à avoir la vraie valeur de pression artérielle et non sa perturbation due à un stress. Donc, c'est pour ça que le stress n'apparaît pas ici, parce que justement, les médecins font attention à laisser le patient se calmer avant de faire cette mesure de pression artérielle. Donc, ce qui va amener vers l'hypertension, on l'a déjà évoqué dans la circulation, c'est l'âge. Les artères ont tendance à devenir de moins en moins élastiques, donc à favoriser des phénomènes d'hypertension. L'alcool favorise ça aussi. Le tabac a des effets. Et puis, pour certaines personnes, ce sont des maladies génétiques aussi qui peuvent faire des effets d'hypertension. Pourquoi est-ce qu'on va autant surveiller? Maintenant, c'est vraiment quelque chose qui est la cause de maladies très répandues dans la population, juste après le cancer. Ce sont les risques cardiovasculaires, parce que ça fait des risques sur les petites artérioles. Ça peut faire éclater les petites artérioles. Donc, dans les muscles squelettiques, c'est pas très grave, hein, ils font de la fermentation, ils se régénèrent. Heu, Beaucoup d'organes, c'est comme ça. Mais si c'est le cœur, bah, il se régénère pas. Si c'est le cerveau, non plus. Et donc, si c'est le cœur, c'est ce qu'on va appeler un infarctus. Si c'est le cerveau, c'est ce qu'on va appeler un accident vasculaire cérébral. Et donc là, les cellules qui n'ont pas reçu d'oxygène, comme elles n'ont pas de métabolisme alternatif, elles meurent et elles dégénèrent. Donc c'est pour ça qu'on surveille énormément et qu'on traite les maladies cardiovasculaires. Si vous avez entendu quelque part que boire du vin protège, c'est une pure arnaque, hein. C'était, des études qui ont été financées par, les producteurs de vin du Bordelais et depuis ça a été refait plus sérieusement et non, la moindre goutte d'alcool, quelle qu'elle soit, accompagnée ou pas de vin, a un effet négatif sur la pression artérielle moyenne. Donc le fait de mettre, des tanins à côté ne compense pas, l'effet reste négatif. Au contraire, l'hypotension, pourquoi on va surveiller beaucoup? C'est parce que quand le cerveau n'est pas assez alimenté,
on peut avoir des vertiges, des pertes de conscience. Et si c'est les reins qui ne sont pas assez alimentés, à ce moment-là, c'est l'élimination de tous les déchets qui va poser problème. Donc ça peut avoir des conséquences aussi importantes sur la vie des personnes. Donc on surveille aussi. La principale cause, c'est la maigreur, notamment en cas d'anorexie, on va avoir vraiment des problèmes d'hypotension qui peuvent aller jusqu'à des problèmes rénaux, la fatigue évidemment, et puis là aussi parfois des maladies génétiques. Donc si vous avez à mettre en évidence une régulation, votre premier travail à faire, c'est quel est le paramètre qui est régulé? Il faut arriver à l'identifier. Donc c'est pas forcément évident, hein. On a vu que pour la circulation sanguine, on peut se poser la question, est-ce que c'est la pression diastolique? Est-ce que c'est la pression systolique? Et se rendre compte qu'en fait, c'est ni l'un ni l'autre, c'est la pression artérielle moyenne. Donc c'est pas toujours facile d'identifier le paramètre régulé. Donc pour prouver qu'il est régulé, il doit faire des faibles oscillations autour d'une valeur de référence ou d'une valeur de consigne. C'est pareil. Mais pour qu'il puisse faire ces faibles oscillations, alors que par ailleurs il y a des perturbations, donc dans le cas de la pression artérielle, hein, tous les éléments de vie sont des perturbations, repas, dormir, faire du sport, etc. Euh, Changer de position, tout ça, ça crée des perturbations. Donc ça veut dire qu'il y a un système permettant de détecter ces perturbations. Donc il vous faut un système sensoriel permettant de mesurer la valeur du paramètre. Il se pourrait qu'on le connaisse déjà, ça, le système sensoriel mesurant la pression artérielle. C'est quoi? Les sinus carotidiens. Voilà, donc ça, on l'a déjà. Mais c'est pas tout de mesurer. Il faut mesurer et qu'il y ait un système capable de dire ce n'est pas la valeur de consigne. Donc, on a besoin d'un système de comparaison à la valeur de consigne et qui soit capable de faire une correction. Parce que c'est pas tout de dire on n'est pas à la valeur de consigne. Il faut qu'il puisse déclencher un phénomène de correction. Donc, pour ça, il va falloir un système effecteur de la correction et qui, grâce à cette correction, va permettre de compenser la perturbation et donc de rester dans ces oscillations relativement stables pour que finalement chaque perturbation soit neutralisée par le système effecteur qui a compensé la perturbation. Et donc ce qu'on voit dans la pression artérielle, c'est qu'il existe visiblement 2 jours entre 2 repas, un système de comparaison qui permet de garder à la valeur de référence, mais qu'on a aussi des possibilités d'adaptation physiologique. Donc on met toujours physiologique pour dire que on n'est pas en train de parler d'adaptation au sens d'évolution, hein, sur plusieurs générations, et cetera. On est chez un organisme en quelques secondes, et donc ça, c'est ce qui va permettre de changer la valeur. Et donc, par exemple, dans le cas de la pression artérielle, bah, c'est le repas, le sommeil, le sport qui changent la valeur de consigne. Donc, on a toujours le même système, mais seulement ça tourne autour d'une autre valeur de consigne. Donc là, ce qu'on a dessiné en noir, c'est la régulation. Et ce qui est dessiné en rouge, c'est l'adaptation. L'adaptation, c'est changer la valeur de consigne. Dans le cas du cœur, il y a une intérêt qui est clé, c'est que la valeur de tension qui change. Alors, on va montrer que le cœur, il fait partie du système effecteur et que c'est
il va être activé par ce système de comparaison entre la valeur mesurée et la consigne, et que les accélérations et les ralentissements du cœur est ce qui va permettre de garder la pression artérielle autour de la valeur de référence. Mais que cette valeur de référence, elle va changer en cas de sport. Donc pour le moment, on va commencer sans sport. Donc on aura des petites variations de fréquence qui vont juste compenser les petits changements de position. Mais évidemment, en cas de sport, on va aller plus loin, hein. Nous, l'adaptation physiologique, on la verra que dans la situation du sport. On va radicalement changer la valeur de consigne. Donc nous, on a déjà des éléments que l'on a pour cette démonstration de la régulation. Le paramètre régulé, on vient de le voir, c'est la pression artérielle moyenne. Pas la pression à tout instant, ni la systolique ni la diastolique, mais la pression artérielle moyenne. Donc la diastolique est un tiers de l'écart entre la diastolique et la systolique. Le système sensoriel, on l'a dans le cours précédent, ce sont les sinus carotidiens. Et puis ce qui nous manque, c'est le reste. Donc on a rapidement évoqué que les sinus carotidiens, à partir des sinus carotidiens, il y a des neurones qui se regroupent et vont former un nerf, mais on n'a jamais dit où arrivait ce nerf. Et donc ce qui nous manque, c'est la suite. Où arrive ce nerf? Où est le système de comparaison? Et sur quoi est-ce qu'il va agir pour pouvoir réguler la pression artérielle moyenne? Donc on n'a que la moitié de la boucle pour le moment. Et bien sûr, ce qu'il va falloir construire, c'est l'autre moitié de la boucle. Donc, qu'est-ce qui peut contrôler la pression artérielle moyenne? Hein, quand on cherche des effecteurs, il faut toujours se dire, mais qu'est-ce qui est susceptible de faire fluctuer cette pression artérielle moyenne? Donc là, la pression artérielle moyenne, elle dépend soit du débit cardiaque, la quantité de liquide que vous envoyez dans les tuyaux, soit elle dépend de la résistance périphérique, donc de la résistance à l'écoulement dans ces tuyaux. Donc, elle a pour effecteur possible soit le cœur, soit les vaisseaux. Et donc, c'est ça qu'on va aller regarder. Est-ce que le cœur ou les vaisseaux sont le système effecteur permettant de garder la pression artérielle moyenne sur une valeur relativement stable? À l'intérieur du cœur, il y a encore deux cibles possibles. Est-ce qu'elle cible la fréquence cardiaque? Plus la fréquence cardiaque augmente et plus le débit cardiaque augmente. Mais on pourrait imaginer autre chose. Le volume éjecté à chaque battement pourrait aussi être un élément de régulation, parce que si vous augmentez le volume d'éjection, vous augmentez aussi le débit. Donc à l'intérieur du débit, on peut contrôler deux choses. On peut contrôler la fréquence cardiaque, on peut contrôler le volume d'éjection. Par contre, la résistance périphérique, ça c'est une seule chose, hein, c'est la résistance à l'écoulement dans les vaisseaux. Oui, alors ça, la viscosité, en fait, elle est pas tellement, euh, elle peut pas varier énormément, puisque justement après, ça se colle dans les veines. Donc ça, ce sera un paramètre que l'on verra assez peu. Enfin, ça c'est. Donc, on pouvait même l'éliminer dans les éléments soumis à la régulation. En fait, c'est le diamètre des vaisseaux, le volume d'éjection, la fréquence cardiaque. Donc, si on le pense en termes d'organes, bah, le débit cardiaque, c'est bien sûr le cœur. Et puis, la résistance périphérique, puisque c'est le diamètre, hein, notre cible, ce sont les vaisseaux en tant qu'organes, mais en tant que cellules, ce sont les musculis des artérioles. Donc, si on a besoin de démontrer que c'est une fonction intégrée, le contrôle de la pression artérielle, ce sera une fonction intégrée parce qu'elle fait intervenir plusieurs organes. Le cœur, les vaisseaux. Et puis, bien sûr, les sinus carotidiens. Donc, essayons de prouver ça, que les sinus carotidiens mesurent effectivement la pression artérielle et que ça déclenche un effet sur la pression artérielle. Donc ça, ce sont des expériences très classiques que vous allez resimuler en TP mardi. Donc ici, on a représenté le cœur, on a représenté
les carotides, hein, les fameuses carotides internes avec le sinus carotidien extrêmement élastique. Et puis, chez le lapin, on peut faire des ligatures. Alors, historiquement, ils prenaient un cheveu, ils faisaient des ligatures. Aujourd'hui, on met des clampes, hein, des sortes de pinces à linge, pour essayer de faire varier la pression dans les sinus carotidiens. Donc, notre idée, c'est que si les sinus carotidiens sont le système sensoriel permettant de détecter les variations de pression artérielle et d'induire une réponse, si moi je modifie la pression dans les systèmes sensoriels, je dois obtenir une modification de la pression artérielle, si mon hypothèse est bonne. Donc c'est pour ça que l'expérimentateur a décidé d'aller faire varier de lui-même la pression dans le sinus. Donc on peut mettre un clamp au-dessus des sinus carotidiens de façon à ce que les sinus carotidiens se dilatent davantage et donc on simule une augmentation de pression artérielle. Et par ailleurs, on va mesurer effectivement la réponse en termes de pression artérielle et puis ici la réponse sur le cœur. Et on remarque qu'à partir du moment où on a mis un clamp au-dessus du sinus carotidien, on obtient une chute de la fréquence cardiaque. Et en fait, on obtient aussi une chute de la pression artérielle moyenne. Et puis, si on fait l'expérience complémentaire, on met au contraire le clamp en dessous, de façon à ce qu'il n'y ait pas de sang qui arrive dans les sinus carotidiens. Pendant tout ce temps-là, on va avoir une augmentation de la pression artérielle avec une augmentation très forte de la fréquence cardiaque. Et donc, chaque fois que vous modifiez la pression dans les sinus carotidiens, vous modifiez la pression artérielle en modifiant la fréquence cardiaque. Donc ça nous permet de démontrer qu'effectivement, les sinus carotidiens sont bien un système sensoriel qui agit sur la pression artérielle via le cœur, puisque ça modifie la fréquence cardiaque. Et dans le cœur, par la fréquence. Donc si on est sur un sujet où on n'a pas, où c'est pas le cœur du sujet, on peut se contenter de cette expérience-là pour montrer très rapidement une régulation sur le cœur. Nous, on avait fait un petit peu plus. Hein, on était allé vraiment aller identifier clairement les neurones qui étaient à l'origine de ce système sensoriel et comment ils mesuraient exactement tout ça. Donc, ce sont des neurones de la paroi du sinus qui, par leur canaux piezo, étaient capables de coder la valeur de la pression artérielle. Donc là, il faudrait hein, les remettre. Et en particulier, il faudrait refaire ce schéma où on montre comment les variations de pression artérielle induisent une fréquence des potentiels d'action et donc que la valeur de la pression artérielle est codée par la fréquence des potentiels d'action dans les neurones sensoriels qui partent des sinus carotidiens. Mmh. Ça, on l'a fait. Donc, on a le point de départ, hein, on a le sinus carotidien et les neurones. Et maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment est-ce qu'on agit sur le cœur. C'est vraiment l'élément qui nous manque. Donc ici, ce qu'on a décidé de faire, c'est de montrer l'importance de ces neurones. Alors, ces neurones, on les appelle parfois barorécepteurs. On a vu que baro, c'est pas très bon. En fait, ils ne mesurent pas la pression. Ces neurones, ils mesurent l'étirement. Mais personne a décidé de les rebaptiser en éthyrorécepteurs. Donc, ben, on continuera à faire comme tout le monde et à les appeler des barorécepteurs. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils sont nécessaires? Est-ce qu'ils sont suffisants à faire un contrôle de la pression artérielle? Donc, ce qui a été fait, c'est de couper ce nerf. Donc ça, c'est un nerf sensitif. On décide de le couper
Et s'il est nécessaire, le fait de couper les nerfs sensoriels devrait perturber la valeur de la pression artérielle. Si par contre, ils ne sont pas nécessaires, on peut couper ce nerf-là et ça changera absolument rien. Donc en fait, il y a 2 types de nerfs sensoriels parce que nous on a pris que les sinus carotidiens, mais en fait, il y a aussi, hop, l'aorte qui est un endroit de détection de la pression artérielle. Donc il y a 2 endroits où on mesure la pression artérielle. Il y a l'aorte, ça va permettre de mesurer la pression artérielle moyenne qui va aller dans tout le corps et les sinus carotidiens qui mesurent la pression artérielle qui va à la tête. Donc en fait, il y a 2 systèmes et on va couper les nerfs sensitifs qui partent aussi bien des nerfs de Hering, ça c'est ceux pour, le sinus carotidien, que du nerf de Sion qui part de l'aorte. On coupe tout. On coupe tous les nerfs sensoriels. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe pour les valeurs de pression artérielle. Donc ici, on a choisi de le représenter sous forme de distribution. Quelles sont les valeurs que peut prendre la pression artérielle dans la situation normale et dans la situation où on a coupé tous les nerfs sensoriels. Donc ça, c'est une autre façon de voir si une valeur est régulée, puisqu'en fait, si une valeur est régulée, elle ne peut prendre que des valeurs très très proches de la valeur de consigne. Donc au centre de ce pic, vous avez la valeur de consigne, et on voit effectivement que quand on a des nerfs sensoriels, les fluctuations autour de la valeur de consigne sont extrêmement limitées. Donc là, sans hésitation, nous voyons un paramètre qui est parfaitement régulé. Et puis ce qu'on voit, c'est que quand on coupe les 2 nerfs sensoriels, là, on a par contre une distribution beaucoup plus large qui s'étale très largement autour de la valeur de consigne. Donc en fait, on a perdu ce contrôle qui fait que la pression artérielle reste aux alentours immédiats de la valeur de consigne. Donc si on coupe les nerfs sensoriels, on perd la régulation. Donc ça montre bien que ces nerfs sont absolument nécessaires à l'existence de cette régulation. Puisqu'on perd vraiment toute régulation, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre système de régulation en parallèle. Quand je coupe les nerfs de Hering et les nerfs de Sion, je perds vraiment toute possibilité de contrôle. Donc ils sont suffisants, hein. Il n'y a vraiment que ces 2 types de nerfs qui viennent contrôler la pression artérielle moyenne. Bien sûr, si je coupe que un des 2, je ne vais pas obtenir des résultats aussi francs. En particulier si vous coupez que les nerfs de Sion, que le nerf aortique, vous avez un petit étalement, mais franchement, c'est pas spectaculaire. Donc le contrôle sur l'aorte est pas très important. Par contre, chaque fois qu'on va couper les nerfs de Hering, donc le contrôle à partir du sinus carotidien, on obtient vraiment un étalement beaucoup plus large. Donc quand on est pressé, on oublie l'aorte parce que sa part dans le contrôle est beaucoup plus faible que le contrôle sur les sinus carotidiens. De distribution en pourcentage. Et bien en fait, tu regardes le nombre de fois où, par exemple, la valeur de 150 mm de mercure a été pris, et on va dire, ben, dans 2% des cas, on a atteint cette fréquence. Donc on regarde toutes les fréquences possibles et le nombre de fois où on les a sur un enregistrement. Donc là, c'est sous-entendu, hein, on est, j'imagine, sur plusieurs heures, mais entre 2 repas et 2 jours. Sinon, on n'aurait pas ce pic centré. En fait, on aurait plusieurs pics correspondant au repas. Hein, on aurait un pic par ici pour les repas, on aurait un pic par ici pour le sport. Là, puisqu'on en a un, c'est qu'on est 2 jours entre 2 repas. Donc si vous avez du mal à retenir nerf de Hering, nerf de Sion, peut-être que vous préférez, la nomenclature par numéro de nerf crânien, mais souvent ça c'est plutôt les médecins qui préfèrent ça. On numérote les nerfs qui partent du crâne et c'est le nerf 9. Et vous l'appelez comme vous voulez. Et donc c'est cette première moitié que nous avions déjà dessinée dans le cours précédent avec les nerfs le nerf de Hering, c'est en fait l'ensemble des axones dont les dendrites finissent dans la paroi de l'artère, dans la média du sinus carotidien, avec les fameux canaux piezo qui vont s'ouvrir quand ces extrémités vont être étirées,
ce qui est recodé en potentiel d'action, donc c'est un neurone un petit peu particulier, il a des dendrites tellement longs que les dendrites sont myélinisés et ont des canaux du potentiel d'action. C'est pas courant, mais c'est comme ça. Ce qui, donc ce qui va permettre là la transmission, du message le long du dendrite. Donc l'ensemble de tous ces dendrites va constituer ce qu'on appelle le nerf de Hering et va transmettre cette information sensorielle. Donc c'est la première étape que l'on a. Et là, ce qu'on a fait dans l'expérience, c'est venir couper ici les dendrites et donc empêcher l'information des sinus carotidiens de remonter au centre de comparaison entre la valeur mesurée et la valeur de référence. Sensitif, c'est un peu plus précis. Ah, ça, on l'a déjà fait. L'émotion, c'est le même rôle que C'est exactement le même, si ce n'est qu'il fait des mesures à partir de l'aorte. Et donc, il va déclencher exactement la même chose, mais lui, et son effet sur le déclenchement de la réponse est beaucoup plus faible que les mesures qui sont faites à partir des sinus carotidiens. Donc, il fonctionne de la même manière, hein. C'est le même système. A priori, on s'attend à ce qu'il ait des canaux piezo, etc. C'est juste que ça n'a pas été étudié sur lui. Donc, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment, à partir de ces informations sensorielles, on va déclencher une réponse. Donc, ce que nous n'allons pas détailler, c'est le système de comparaison. Le système de comparaison, il est à la base du crâne. C'est ce qu'on appelle le bulbe rachidien. Donc, ça fait partie du cerveau. Dans ce bulbe rachidien, il y a un réseau de neurones qui va permettre justement de mesurer l'activité électrique provenant de ces neurones sensitifs à la valeur de référence. Donc ça, pour nous, ça va être une boîte noire, hein. On ne nous demande pas d'expliquer comment ça se fait. Ce qui va nous intéresser, c'est le système de sortie. Donc le système de sortie, c'est quand vous avez quand vous avez un nerf qui part du système nerveux central et qui va pour contrôler un organe, on va parler de nerf moteur. Donc ça ne se limite pas aux nerfs qui induisent la locomotion, hein. Tous ceux qui vont contrôler des organes, même si c'était un intestin, etc., on va les appeler des nerfs moteurs. Et donc nous, ce qu'on va essayer de voir, c'est à partir du moment où le bulbe rachidien envoie une activité électrique, comment ça peut agir, donc, dans un premier temps sur le cœur, pour réguler la pression artérielle moyenne. Donc pour ça, il faut comprendre comment est innervé le cœur. On va faire un cœur très très simpliste, hein. Hop, ça va, ça va nous suffire. Parce que la seule chose qui nous intéresse dans ce cœur, c'est pour ça que je vais le faire en énorme, c'est le nœud sinusal. Il n'est pas du tout à l'échelle, hein. Parce que ce qui nous intéresse, c'est le contrôle de la fréquence. Le contrôle de la fréquence, c'est contrôler le nœud sinusal. En fait, on va pas se passionner que pour le nœud sinusal, on va aussi se passionner quand même pour le ventricule, de façon à avoir un contrôle du volume d'éjection systolique. Puisque je vous rappelle que si vous multipliez l'un par l'autre, vous obtenez le débit cardiaque. Or, la quantité de liquide injectée dans un tuyau va avoir un effet sur la pression dans le tuyau, à condition de ne pas toucher au vaisseau. Alors, le cœur n'est pas innervé que par un nerf, mais par deux types de nerfs complètement différents. Donc, je vais dessiner sous forme d'un petit triangle les synapses. On a un premier nerf qui libère de l'acétylcholine
et qu'on appelle le nerf parasympathique. Donc ici, on va mettre la base du cerveau, ça c'est le cerveau, avec les hémisphères, etc. Ça c'est le bulbe. Il s'appelle bulbe rachidien parce qu'il est juste avant la moelle épinière. Donc les nerfs parasympathiques, ils partent du bulbe rachidien. On va les dessiner de façon très rustique. Et ils libèrent de l'acétylcholine. Donc ils vont faire quoi sur le cœur? L'acétylcholine en elle-même ne déclenche jamais de potentiel d'action, c'est le potentiel pacemaker qui déclenche les potentiels d'action. Là, on est sur le cœur, on n'est pas sur la cellule musculaire striée squelettique. Ça ralentit, hein, puisque ça va ouvrir un canal potassique, et donc le potentiel pacemaker est beaucoup plus lent. Donc l'effet de ce système parasympathique, c'est de faire diminuer la fréquence cardiaque. Donc on va parler de nerfs ralentisseurs, ou parce que les médecins aiment les mots compliqués, chronotropes négatifs. Tout ça pour dire ça ralentit, hein. Donc là, on a dessiné juste la ramification qui va au cœur, mais en fait, ce nerf se ramifie en de très nombreuses ramifications qui vont chacun à un des organes de la cavité générale, ce qui fait que parfois, on l'appelle aussi nerf vague, parce que il se ramifie, il touche quasiment tous les organes. C'est aussi la 10e paire de nerfs crâniens, tout ça, c'est la même chose. Vous pouvez vous contenter de l'appeler nerf parasympathique. On ne vous demande pas de connaître ses autres noms. Le malaise vagal, c'est une suractivité pour une cause généralement inconnue du nerf vague. Donc s'il devient trop actif, le cœur va ralentir, et s'il ralentit beaucoup, il n'y aura plus assez de sang qui va aller à la tête, ça cause une perte de connaissance. Donc dans ces cas-là, vous allongez la personne, vous soulevez les jambes de façon à ce que le sang reflue, et généralement ça suffit largement pour qu'elle reprenne connaissance. Surtout, vous lui donnez pas d'eau, vous lui donnez rien à manger, parce que vous ne savez pas pour quelle raison cette personne a perdu connaissance. Peut-être c'est juste un malaise vagal, peut-être c'est plus compliqué, et s'il faut opérer, on ne peut pas anesthésier quelqu'un qui a quoi que ce soit dans l'estomac. Donc ça veut dire que la personne ne sera pas opérable parce que vous avez voulu être gentil. Donc on ne nourrit pas une personne qui a perdu connaissance pour une cause inconnue, on l'envoie à l'infirmerie et l'infirmière s'en débrouille. Mais vous leur montez les jambes avant pour qu'elle puisse aller jusqu'à l'infirmerie. Donc le nerf parasympathique, lui, il arrive que au nœud sinusal, il peut rien faire d'autre. Donc il ne peut pas contrôler le volume d'éjection systolique. Il ne peut contrôler que la fréquence. Par contre, on a un autre nerf qui part du même endroit, mais qui fait une petite ramification. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler un ganglion sympathique. Mais il paraît que vous avez plus le courage de retourner la souris pour l'ouvrir sur le dos et vérifier qu'il y a des petits ganglions sympathiques sur le long de chaque vertèbre. Donc vous ne les avez pas vus. Bon, c'est juste un lieu de ramification. Si on est pressé, on le fait sauter. C'est pas bien grave. Et donc ce nerf sympathique, si vous tombez sur un très vieux livre, hein, vous verrez peut-être ortho sympathique. Le ortho a disparu avec les Français qui disaient ortho. Donc maintenant, il s'appelle tout simplement sympathique. Ce nerf sympathique, il arrive lui aussi au nœud sinusal. Il libère de la noradrénaline et donc il fait quoi? Il accélère. Donc la fréquence cardiaque, elle est contrôlable dans les deux sens. Avec de l'acétylcholine, on ralentit. Avec de la noradrénaline, on l'accélère. Et donc là, bien sûr, ce qu'il faut dire, hein, c'est que ça, c'est un contrôle de la durée du potentiel pacemaker, pas des potentiels d'action. Et c'est le moment de passer à l'échelle moléculaire, de regarder les canaux HCN, les canaux
potassiques, etc., les protéines G, pour expliquer pourquoi le potentiel pacemaker peut être rallongé ou raccourci selon que l'on met de l'acétylcholine ou de la noradrénaline. Mais ça s'arrête pas là, parce que sinon, évidemment, le volume d'éjection systolique ne serait absolument pas contrôlable. Le volume d'éjection systolique, il est contrôlable, mais dans un seul sens. Parce qu'il n'y a que le nerf sympathique qui fait des synapses un petit peu partout dans le ventricule et qui libère de la noradrénaline. Donc, à bien retenir, hein, ce n'est pas symétrique partout. La fréquence cardiaque peut être augmentée et diminuée, mais le volume d'éjection ne peut être que augmenté. Il ne peut pas être réduit. Donc souvent sur les schémas, vous oubliez cette deuxième part, la possibilité de contrôler le volume d'éjection systolique. Donc par cette double innervation du cœur, il y a contrôle du débit cardiaque, donc contrôle de la fréquence dans les deux sens, contrôle du volume d'éjection dans un seul sens, qui est augmenter le débit cardiaque. Et donc c'est pour ça que le cœur pourra être un effecteur dans cette boucle de régulation, c'est qu'on peut augmenter ou réduire le débit cardiaque et donc ainsi avoir un effet sur la pression artérielle. On peut réduire le débit cardiaque, ce sera le système parasympathique, augmenter le débit cardiaque, ce sera le système sympathique. Et donc maintenant, on peut comprendre ce qui se passe quand on a prélevé un cœur pour une greffe. On a tout coupé, on se retrouve à 120 battements par minute. Or, dans votre cavité, il est à 70 battements par minute. On en déduit quoi sur le système parasympathique au repos? Il fait quelque chose ou il fait rien? Il est toujours actif. Donc ça veut dire en permanence au repos. Le repos n'est pas une absence de contrôle nerveux. Le repos, ça veut dire que le système ralentisseur est actif, puisque quand on le coupe, on passe à 120 battements par minute. Noradrénaline, oui, noradrénaline. Donc au repos, le système parasympathique est actif. Et c'est quand vous passez à 120 battements par minute qu'il n'y a plus de contrôle nerveux du tout. Donc il y a un contrôle nerveux ralentisseur en permanence sur le cœur, sauf quand vous démarrez un petit footing. Quand vous faites une activité d'intensité moyenne, vous allez monter à 120 battements par minute. C'est le seul moment où il n'y a plus de contrôle nerveux du tout sur le cœur. On continue ça demain matin puisque on avait fait des échanges maths bio.